c'est Club Indé, notre club de la presse indépendante. C'est le dernier de la saison avant le début de nos émissions d'été la semaine prochaine. Alors, comment aborder le dérèglement climatique? Comment aborder les atteintes à l'environnement en général, la pandémie? Bref, comment aborder les mauvaises nouvelles dans nos médias en toute indépendance? Alors, pour parler de ça, je suis très heureuse d'accueillir sur le plateau et en visio 3 représentants de médias au nom qui claque. Epsilon, un tout nouveau mensuel scientifique dont vous êtes une des rédacteurs en chef, Mathilde Fontaise. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci. Street Press, en plateau aussi, vous êtes son rédacteur en chef, Mathieu Mollard. Et en visio, avec nous, Sylvain Ernaud, cofondateur d'un tout nouveau média aussi, qui s'appelle Spland. J'espère que je le prononce comme il faut, vous me le direz, Sylvain. Et vous nous parlez, j'espère, depuis la Bretagne, en toute logique. Oui, depuis l'Agnon, sous-préfecture des Côtes d'Armor, à côté de la côte de Granit Rose. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous, merci infiniment à tous les trois d'être avec nous. Alors, on va commencer par vous, par Epsilon. Vous savez que Epsilon nous accompagne depuis le premier club indé, parce que vous étiez en gestation quand on a fait notre premier club de la presse indépendante et tout le monde s'en réjouissait en fait, autour de la table. Vous en êtes déjà à votre deuxième numéro. Alors attendez, je montre. Ça, c'est le premier, comment la Chine va manipuler la météo, c'est la couverture. Et le deuxième sur le trou noir que les abonnés viennent de recevoir, qui n'est peut-être pas encore en kiosque. Non, pas encore. Il le sera le 21. Voilà. Alors, votre histoire est épique, hein, puisque Epsilon est né de Science et Vie. Tous vos journalistes, en fait, viennent de Science et Vie, le mensuel scientifique Science et Vie, qui a été racheté par le groupe Reworld, groupe dont on a beaucoup parlé sur le site. Je pense que vous, les abonnés, vous connaissez bien Reworld. Alors, regardez comment nous, on en parle, hein, comment Reworld et ses semblables tuent le journalisme. On n'y va pas de main morte. Reworld, ou le cauchemar de l'avenir du journalisme. Puis on avait fait aussi cet article sur votre rédaction à Science et Vie, le burn-out ou la porte. Donc ça, c'était en décembre 2020. Alors pour que vous compreniez la situation à l'époque, c'est un article de Loris Guémard. Et Loris écrivait « Science et Vie est une entreprise de presse qui rapporte, dans un paysage sinistré, plus de 2 millions d'euros de bénéfices avant impôt pour près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, malgré la pandémie, plus de 160 000 lecteurs l'achètent chaque mois. Et malgré cette rentabilité indiscutable, Reworld a complètement métamorphosé votre magazine. Ça s'est transformé en usine à contenu non journalistique, hein, pour cliquer. Et vous êtes tous partis, pratiquement ? Alors, il reste encore des journalistes à Science et Vie qui sont encore là. Je crois qu'il en reste 4, mais oui, on est parti massivement. D'abord le directeur de rédaction, ensuite moi, et puis ensuite 9 journalistes d'un coup, et encore après 2 autres. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a moyen de résumer cette période quand même un peu folle où vous avez décidé tout d'un coup que c'était plus possible et que vous alliez créer votre mensuel? Comment vous pourriez nous raconter ça? Mais ça s'est vraiment fait en 2 temps. En fait, on a d'abord donc Hervé Poirier, le directeur de rédaction, puis moi, on est parti un peu en avance, disons, des autres. Et on a assez vite en fait rencontré Emmanuel Mounier, qui est le directeur un éditeur par exemple des marques Fleurus, Disney Press aussi, et qui est en fait un passionné de Science et Vie. En fait, il l'a lu tout petit et c'est ça qui, dit-il, a participé à sa vocation pour les sciences. Après, il a fait Polytechnique et après, il a eu envie d'être éditeur. Et il nous a rencontrés parce qu'il voulait depuis longtemps, en fait, lui créer un magazine de sciences à la hauteur de Science et Vie. Et très vite, en fait, cette rencontre a débouché sur une espèce d'accord, en fait. Lui, il connaissait très bien notre démarche éditoriale. Il nous semblait dans une démarche aussi très sincère, en fait, dans la manière de s'adresser au lecteur. Ça semblait être dès le départ, et on a pu le vérifier depuis, être un éditeur très sincère aussi dans son... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va créer des magazines, des titres qui va accompagner, auxquels il croit. Et son but à lui, et c'était le nôtre aussi, c'était de trouver un lectorat, en fait, tout simplement. C'est-à-dire... Et vous l'avez trouvé, hein. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, ça a été fou. Donc après, très vite, en fait, voilà, le reste de l'équipe partant, on a pu tous se réunir autour de ce projet-là et se mettre au travail vite. Et il y a eu cette idée qui a
un peu tout changé, hein, de procéder sous la forme, dans un premier temps, d'une campagne de préabonnement sur Ulule. C'était vraiment la bonne idée parce que nous, on s'effrayait de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir être identifié en kiosque comme un nouveau magazine, affirmer notre identité en kiosque, etc. Tout raconter d'un coup. Nous sommes un nouveau magazine d'actualité scientifique qui s'appelle Epsilon, qui va vous raconter le monde vu de la science, etc. Et on a pu le dire grâce à la campagne. Et qui a été, en plus, comme c'était une histoire, je pense, qui a touché aussi beaucoup. Cette histoire une cause aussi que les gens pouvaient s'approprier. Hein, on peut facilement s'approprier cette idée que la culture scientifique est nécessaire à la société, qu'il faut essayer de raconter, surtout en ce moment. Donc ça a touché beaucoup de gens. Et donc, du coup, on a reçu un écho. Et la campagne a super bien marché, au-delà de nos espérances. En très peu de temps. Hein. En très peu de temps. Et ça nous a permis à nous de dire qui on était, qu'on était là. Et après, derrière, donc, de pouvoir sortir en kiosque un peu plus sereinement qu'on l'aurait fait si on n'avait pas eu la campagne. On va parler pas mal d'indépendance des médias pendant cette émission. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre modèle économique ? Notre modèle économique est un modèle basé sur l'abonnement. Alors, il y a de la publicité dans Epsilon. On a évalué il y a une limite qui est que la publicité ne dépassera pas 7% du chiffre d'affaires et 7% des pages. Okay. Donc, il y aura toujours, on ne descendra pas en deux. Là, on est un magazine de 100 pages, on ne descendra pas en deçà de 93 pages de rédactionnel. Ça, c'est pour aussi la densité du magazine c'est quelque part le produit qu'on propose au lecteur et qui nous a semblé absolument nécessaire. Et après, s'il y en a moins, il y en a moins de publicité. Et puis, on a tracé, mais ça, c'est sous la forme d'une charte d'indépendance. On a tracé évidemment une ligne absolument étanche entre les services publicité et nous, et entre la publicité et nous. Donc, il n'y a pas d'intervention dans la publicité, il n'y a pas de mise en contexte, comme on dit maintenant. On n'est pas appelé par un annonceur pour vous proposer des sujets, pour nous proposer est-ce qu'on ne pourrait pas faire un super article sur la voiture électrique pour le lancement de la nouvelle voiture de je ne sais pas quelle marque. Donc voilà, il n'y aura pas ces échanges-là, ces interférences-là. Et de toute façon, ça restera très très petit dans nos revenus. Et nos revenus vont devoir venir de l'abonné. C'est-à-dire que si de l'abonné et de la vente en kiosque, en tout cas du lecteur. Et ça veut dire que le modèle est tout à fait le suivant, c'est que si on ne trouve pas notre lectorat, ça s'arrête. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et ça s'arrête. Et Mathieu. Dans la presse scientifique, vous avez déjà connu les pressions. Alors on parle des demandes de la publicité, mais il y a aussi des pressions. On en parle peu dans la presse scientifique. Est-ce que vous l'avez déjà connu ? La pression des chercheurs, par exemple, ou des lobbies ? Je ne sais pas, des lobbies. Enfin, on touche à des sujets de société, puisque c'est l'objet de ce magazine, important, avec des enjeux forts, le climat, l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire. Est-ce que vous avez déjà connu des pressions et ça prend quelle forme ? Alors, on a connu des pressions par le passé publicitaire, tout à fait Sciences et classiques, Vie, donc. auxquelles on avait pu répondre, nous, de manière très sereine. Pouvez-vous faire un article sur tel sujet pour accompagner ma publicité ici ? La réponse était non. Vous vous souvenez de quel produit c'était ? Non, en plus, c'était pas moi qui était aux manettes, donc je peux pas vous dire, je peux pas qui prenait ces décisions, mais je sais qu'on avait beaucoup de facilité à dire non, en fait. D'accord. Et on avait une protection, une indépendance totale déjà. Mais ça marchait bien de fait. Hein, Et on a gardé ces pratiques. Et après, les pressions, en fait, pas vraiment, parce finalement, on n'est pas tellement dépendant, nous. Par exemple, on va assez peu aux conférences de presse. On n'est pas tellement dépendant d'une information qui nous serait donnée en échange de quelque chose. Et donc, du coup, on n'a pas... les grosses entreprises, etc., ont peu de prise sur nous, si ce n'est de nous dire je ne répondrai pas à vos questions. Mais donc, on n'a pas subi de pression particulière. Après, les chercheurs, eux, en subissent. Ils en font parfois état au détour des enquêtes qu'on peut faire. Là, c'est le cas dans une enquête sur l'impact carbone de la reforestation. Les chercheurs, donc c'est le journaliste Vincent Nouriga qui a réalisé cette enquête pour Epsilon. Et il nous a beaucoup parlé de retour des chercheurs qui disaient que c'était une thématique tellement délicate, avec des enjeux notamment de certaines entreprises qui redorent leur blason en disant que ils vont faire beaucoup de bouteilles en plastique, mais qu'à côté ils vont planter beaucoup d'arbres et que donc tout ça fait on va dire annule le résultat. Les chercheurs donc font part de ces pressions-là qu'ils peuvent subir, et en particulier sur ce sujet. Sylvain Ernaud, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire d'Epsilon ? C'est quand même une belle histoire, mais en même temps, ça raconte la mainmise de gros groupes de presse
sur de nombreux médias français? C'est pour moi l'une des meilleures nouvelles de ces dernières années dans l'actualité des médias en France, ce qui signifie du coup qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Pour moi, Reworld Media, je les qualifie de fossoyeurs de la presse. Alors, il y a encore quelques journalistes, mais les titres sont finalement des journaux sans journalistes. C'est un peu la définition qu'on peut donner simplement des titres qui sont détenus par Reworld. C'est pas le seul acteur, malheureusement, qui a cette vision de la presse magazine en France. Donc, c'est un contexte inquiétant. Moi, j'avais participé à une manifestation il y a quelques années qui avait eu lieu devant le ministère de la Culture pour éviter le rachat de Mondadori par Reworld. Ouais. Et on voit que les autorités s'en lavent les mains et elles agissent parfois, mais selon leurs propres intérêts. En l'occurrence, il y a peut-être des moyens d'action, des leviers qui n'ont pas été utilisés par les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer. Alors, je ne résiste pas à vous lire les CV des journalistes d'Epsilon. Ça m'a fait beaucoup rire. Mathilde Fontaise, vous avez un master de physique. Alors après, je vous lis les autres diplômes. Hein. Donc, c'est les journalistes d'Epsilon. DEA en biomécanique, agrégé de maths, ingénieur en traitement du signal. Je ne sais pas ce que c'est. Maîtrise du génie civil, master en biologie, docteur en épistémologie et histoire des sciences. Maîtrise de physique, docteur en biomathématiques. Bon. Alors, moi, je ne risque pas d'encombrer votre boîte mail avec mon CV, comme ça, c'est clair. Mais pour moins blaguer, c'est une obligation, en fait, pour être un bon journaliste scientifique, d'avoir ce type de formation. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que le journalisme est un artisanat et que ça s'apprend. Ah, c'est joli ça, le journalisme est un artisanat. Mais je pense que, et ça c'est aussi tout l'objet d'Epsilon, je pense qu'il y a une vraie inhibition à la science et que quelque part notre formation à nous vous désinhibe du coup scientifique nous a permis de ne pas avoir ces inhibitions et du coup de pouvoir nous emparer de physique quantique un mois et puis si on a envie pourquoi pas de biologie moléculaire le mois d'après simplement parce qu'on a de par nos études en fait débroussaillé un petit peu ça et affronté quelque part la peur de la science qui peut être vraiment paralysante pour beaucoup de gens. Surtout en France, non ? Alors, je ne sais pas, oui, on peut avoir un tas d'analyses et j'imagine qu'il y a plein de gens qui travaillent sur le sujet à savoir pourquoi. J'en avais une petite en travaillant sur Epsilon et justement sur notre manière à nous de vouloir arriver et dire non, la science, ça ne fait pas peur. Non, ça ne doit pas être dans un petit coin du kiosque. La science, en fait, c'est ton monde et elle apporte des réponses originales, intéressantes, radicales sur ton monde. Et tu vas voir, tu vas pouvoir comprendre. Chose qu'on pouvait dire avec ce nouveau média et qui est Epsilon et qu'on avait plus de mal à dire sans doute avec Science et Vie puisque Science et Vie avait cette aura un peu effrayante de la presse scientifique. Ah oui. Réservé à un club de scientifiques quelque part. Et nous, on a eu envie d'aller au-delà de ça avec Epsilon. Et pourquoi c'est ça ? Je ne sais pas. Moi, mon analyse, c'est que c'est un moyen de sélection en France, la science, c'est vrai, dans les études, et que du coup, ça la positionne dès le départ, en fait, comme quelque chose de plus difficile que le reste, en tout cas d'excluant, puisqu'elle est utilisée comme moyen de sélection. Et qu'après, c'est dur de raccrocher. Alors qu'en fait, c'est pas plus compliqué de comprendre la physique quantique ou de comprendre la biologie moléculaire que de comprendre la littérature de Flaubert, quoi. Ouais, voilà, mais c'est une inhibition majeure. Et donc, nos CV... les conflits au Moyen-Orient. Alors après, nos CV nous permettaient aussi de nous présenter, ça nous a semblé important, même si on a reçu cet écho dans la campagne Ulule, mais déjà quand on a fait le numéro 1, on n'était pas sûr de pouvoir réussir à se présenter aussi ouvertement que ça, nous, dans le public. Et il s'agissait de dire aux lecteurs qu'on avait une légitimité aussi pour parler, ce qui était une manière aussi de rassurer le lecteur et de dire qui on était. Très bien. Alors, ce plan est né aussi d'une forme de rupture, pas la même, mais d'un ras-le-bol en fait, des mécanismes de censure et d'autocensure sur l'agroalimentaire dans le journalisme breton. Ce plan est né sous les bons auspices de Disclose, qui est une ONG de journalisme qu'on a déjà reçue plusieurs fois à Arrêt sur Image, et Inès Léraud, journaliste très spécialisée en investigation dans l'agroalimentaire. Alors, on va voir ici sur les écrans votre première enquête sur les effets de l'ammoniac, qui est sortie il y a quelques jours. L'ammoniac qui est un gaz qui provient des activités agricoles et notamment de l'élevage et des engrais et qui nuit à la qualité de l'air en Bretagne parce que ça provoque des particules fines. Alors moi, je voulais vous demander, Sylvain, d'abord de nous présenter Splend. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Oui, alors Splend, c'est une ONG, donc c'est une association, loi 1901, qui a pour objectif de financer
et de produire des enquêtes au long cours, vraiment au très long cours, hein. On part sur 6 mois, voire 1 an, on ne se donne pas de limite, grâce au financement participatif. Donc là, on a collecté près de 80 000 € grâce aux dons ponctuels ou mensuels. Merci, effectivement, ça permet... L'essentiel, vraiment la très grande majorité de cet argent va financer tout simplement des salaires de journalistes ou d'autres personnes qui vont intervenir selon leur spécialité. Donc ça peut être la traduction, puisqu'on est un média français et breton, en français et en breton. C'est une des particularités aussi. Et on a effectivement pris pour modèle Disclose, qui est un peu unique dans le paysage français, et qui lui-même a repris un modèle qui existait dans d'autres pays, financé par le don et souvent, et de façon majoritaire finalement, par des fondations philanthropiques, afin en fait de donner une information, délivrer une information qui soit gratuite. C'est aussi l'enjeu, c'est-à-dire on a des thèmes très importants, majeurs qu'on a ciblés. Donc, vous l'avez dit, les questions agricoles et agroalimentaires, mais ce n'est pas tout. On pourra en particulier travailler sur les libertés publiques en France. Oui, je voulais vous demander si vous alliez vous limiter. Je voulais vous demander si vous alliez vous limiter aux enjeux environnementaux, agroalimentaires, ou si vous aviez l'ambition de couvrir d'autres champs, justement. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est dans l'ADN. Le contexte de ce plan, la création de ce plan l'a voulu, mais non, on ne se limite pas à ce champ. Ni à la Bretagne, alors, du coup. Si, à la Bretagne, voilà. Si, c'est les questions, quand même. D'accord. Oui, en tout cas, il faut qu'il y ait un lien très fort avec la Bretagne, mais ça peut être des enjeux bretons à l'étranger, par exemple. Sait-on jamais. Donc, c'est la Bretagne au sens large. D'ailleurs, c'est la Bretagne avec 5 départements. Voilà, donc c'est près de 4 millions d'habitants, je crois. Et là, donc c'est un territoire de jeu qui est déjà riche, dense, complexe, plein de choses à faire. Et alors vous dites que vous pouvez aussi recevoir des fonds de fondation, enfin de l'argent des fondations, mais comment on fait parce que ça peut être un problème de recevoir de l'argent des fondations, ça peut aussi entraver une forme d'indépendance éditoriale, ça dépend d'où vient cet argent. De quelle fondation ? Voilà, donc déjà pas des fondations d'entreprise, okay. C'est exclu. Et ensuite, c'est dans une limite de 10%, si je me souviens bien, 5 ou 10%, mais je crois que c'est 10% du budget annuel de l'association. Donc, disons, là, on a une collecte de fonds qui a bien fonctionné cette année. Elle sera permanente. On verra les autres années, mais il ne faut absolument pas qu'une fondation en particulier représente une part substantielle, ou disons trop importante, de notre collecte. Et de toute façon, comme ce n'est pas très développé comme modèle actuellement dans notre pays, voilà, je pense que ce sera surtout des dons de particuliers qui vont pouvoir qui vont être réalisés. J'avais envie de lire, ça va vous intéresser, dans votre présentation sur votre site, vous écrivez « Face aux catastrophes écologiques qui obscurcissent la perspective d'un avenir désirable, nous croyons à un journalisme d'intervention qui contribue à l'amélioration des pratiques » et vous écrivez « aux citoyennes et citoyens de se saisir de ces informations d'intérêt public pour demander des comptes à leurs représentants et représentantes élus. » Donc c'est d'une clarté absolue. Je voulais vous demander à vous comment vous réagissiez à cette profession de foi, de journalisme d'intervention. Je crois que vous dites aussi journalisme d'intervention sociale un peu plus loin dans le site. Vous, Mathieu Mollard, vous parlez de journalisme d'impact sur Street Press. On n'est pas très loin. Comment vous réagissez à ces mots-là, aux mots utilisés par Splend, justement ? Je crois qu'on partage la même philosophie là-dessus. Nous, quand on veut dire journalisme d'impact, c'est qu'on fait du journalisme, c'est-à-dire la véracité des faits, la rigueur, l'indépendance, mais on revendique l'impact parce qu'on ne fait pas un journalisme neutre. Je ne crois pas que ça existe nulle part. On assume un point de vue, nous on le donne, on ne fait pas semblant, on ne se cache pas, et on assume de vouloir changer les choses. Moi j'ai des valeurs, elles se sentent dans mes articles. Quand on fait une enquête sur l'aire d'accueil voisine de Lubrizol. On va en parler, ouais. C'est pour ça que j'allais là-dessus. Et que la journaliste Léa Gasquet, qui suit ce dossier pour nous depuis le début, elle dit « ils vont être expulsés, ils ont reçu une procédure ». La métropole de Rouen, on est juste à côté de Rouen, qui gère l'aire d'accueil, dit « non, tout ça c'est faux,
Ça n'existe pas, cette procédure n'existe pas. On publie le document qui révèle et qui confirme qu'il menace d'expulsion, qu'il prévoit de les expulser. Et finalement, la métropole dit, alors cette procédure qui, 2 jours avant, n'existait pas, on va quand même l'annuler. Et ils peuvent rester là, et ils ont du temps pour négocier, et c'est la suite et le film qu'on vient de diffuser, un autre lieu pour négocier un autre lieu plus digne pour vivre. C'est un impact concret. Absolument. C'est une enquête qui fait que des gens, des familles n'ont pas été expulsés. Et c'est aussi pour ça qu'on fait les choses. On fait du journalisme pour que les choses changent. Moi, je ne suis pas un témoin neutre du monde. Je fais du journalisme pour contribuer modestement à changer le monde. Et c'est ça qu'on veut dire et qu'on appelle du journalisme d'impact. Et c'est pour ça qu'on, comme Splan, ou Splan, pardon. Splan, excusez-moi, je ne suis pas breton, donc mon accent est très médiocre. On essaye d'établir ce lien avec nos lecteurs, et nos lecteurs en considérant que c'est des citoyens, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi, en s'emparant de l'information et en contribuant à nos médias, faire bouger les lignes et changer le monde un peu. Un peu. Et alors, sur le site de Street Press, vous verrez qu'il y a, sur un des documents présentant le site, des exemples d'impact réel des articles de Street Press. Voilà, nos histoires ont de l'impact. Contrainte Franprix à cesser l'usage à la limite de la liquidité d'auto-entrepreneurs durant le confinement. Bon, voilà, vous avez comme ça listé ce que vos enquêtes ont déclenché. Mathilde Fontaise, je ne crois pas que vous vous situiez totalement dans cette école-là du journalisme engagé ou du journalisme à impact. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça ? Je trouve ça très intéressant et ça m'évoquait des choses que nous, on déclenche des nouvelles recherches scientifiques. Ça nous est arrivé d'interroger plusieurs chercheurs autour d'un travail de recherche et de mettre comme ça en contact des chercheurs qui finalement commencent à s'intéresser à leurs travaux mutuels et qui après se mettent à travailler ensemble pour produire de la recherche. Donc on pourrait l'afficher comme vous, mais c'est plus un détail. Et sinon, nous, on a une vocation différente. Dans notre rôle, effectivement, on a plus une envie de partager notre rôle quelque part social, sociétal, c'est celui-là. C'est de se dire qu'on a envie de partager une culture scientifique, en fait. Justement, l'inhibition aux sciences dont je parlais tout à l'heure. Et c'est cette idée qu'on puisse, au travers d'un magazine qui va raconter des histoires, qui va emmener le lecteur juste à la découverte d'histoires intéressantes sur son monde, lui apporter comme ça une culture scientifique au fil des mois et qui va lui permettre après, du coup, d'être plus... quelque part d'être peut-être moins climato-sceptique. Par exemple. Peut-être moins, je ne sais pas, rétif au vaccin, mais jamais Epsilon ne prônera, ne tapera sur les climato-sceptiques. Jamais Epsilon ne dira il faut absolument... se faire vacciner. Voilà, jamais Epsilon ne donnera un avis sur le nucléaire. Jamais, on a notre seul avis... notre seule religion, en quelque sorte, c'est la rationalité scientifique, c'est notre croyance en la démarche scientifique, et en la capacité des sciences par accumulation, par travail scientifique, par expérimentation, fournir des réponses, de fournir des pratiques qui peuvent être après adoptées par tout le monde. Et ce qu'on veut partager, c'est... On a l'impression que parfois, sur certaines thématiques, la difficulté aussi des gens à se mettre d'accord, et puis ça va plus loin, du coup, à une société à prendre des décisions très importantes, comme celle de est-ce qu'on vaccine tout le monde ou pas, est-ce qu'on rend la vaccination obligatoire. Pour pouvoir prendre ces décisions-là et qu'elles soient acceptées, il faut qu'une population partage un savoir scientifique commun. Si on ne peut pas du tout se parler, du tout. C'est là qu'en fait on en arrive à des murs. Oui, on va en parler de ces murs-là tout à l'heure, mais au fond vous voulez faire une science citoyenne, une science dont les citoyens peuvent s'emparer pour appréhender mieux ce qu'ils subissent et ce qu'on leur propose. Mathieu, vous vouliez dire quelque chose ? Jamais on donnera notre avis sur le nucléaire. J'imagine que vous en avez Sur le nucléaire ? Vous avez dit sur le nucléaire ? Oui. Ouais. Ah d'accord. J'imagine que vous avez un avis sur le nucléaire et que chacun des journalistes d'Epsilon en a un, je ne sais pas lequel. Cet avis, forcément, de mon point de vue, il a un impact sur la façon dont vous traitez le sujet, sur la façon dont vous l'abordez. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un traitement neutre du sujet et en ayant un avis, parce qu'on arrive tous avec un regard sur le monde. Et par ailleurs, si vous avez un avis, pourquoi ne pas juste l'afficher, ce qui n'empêche pas de donner la parole à ceux qui ne partagent pas votre avis ? On sait pas comme ça qu'on sélectionne nos sujets. En fait, on n'a pas envie de porter un point de vue dans nos articles. On a envie de se faire l'écho des avancées de la science sur certains sujets. Donc ça va orienter forcément le propos parfois, puisque en fait notre seul souci, c'est
quel est le nouveau fait scientifique extraordinaire? Quel est le nouveau fait scientifique intéressant? On va pas faire un article aujourd'hui, par exemple, pour dire qu'il existe aujourd'hui un réchauffement climatique qui est d'origine anthropique. Parce qu'en fait, c'est pour nous un fait scientifique qui est connu, établi. Par contre, on va faire un article pour dire ces entreprises de reforestation massive qui ont lieu aujourd'hui, eh bien, en fait, la science découvre qu'elles ont des impacts négatifs sur le climat. Et ça, si on s'y intéresse, c'est pas parce que c'est pour taper sur les grosses entreprises. Alors, ça nous amuse des fois, on peut dire. Mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que c'est pas pour taper sur les grosses entreprises. C'est pas pour désacraliser l'arbre, parce que ce mois-ci, on avait envie de dire que l'arbre, finalement, on l'aime trop. Et puis, non, c'est juste que c'est une découverte assez radicale et que du coup, on la juge intéressante et qu'on pense qu'elle va intéresser nos lecteurs. Et ça fait partie de notre modèle aussi. C'est qu'en fait, on ne cherche que l'intérêt du lecteur. On est obligé de provoquer la surprise, l'émotion en fait, du lecteur. Et c'est ça notre baseline en fait. Mais d'ailleurs, pour répondre à votre question, l'article sur la reforestation procède par plus et par moins finalement. Quand vous disiez accumulation, c'est-à-dire ça marche pas, ça marche pas. Et finalement, c'est un peu le lecteur qui se fait une idée au terme de l'article. Notre éthique, elle est dans l'échange avec le chercheur, en fait. Dans l'échange, dans la sincérité des échanges avec les chercheurs. Et elle est aussi dans notre capacité de travail, en fait. Le fait de pas s'arrêter à 3 publis, mais d'en lire 15, 10. C'est pour ça qu'on met en valeur dans Epsilon aussi la liste des chercheurs qu'on a interrogés, qu'on essaye de mettre en valeur le plus possible nos sources, etc., en termes de publications scientifiques. On fait état de notre capacité, du travail qu'on a fait, et c'est ça notre éthique. Et après, on ne cache rien, et en fait, se dégage, même d'un article comme celui-ci, qui est titré assez fort, puisqu'en fait, au final, la conclusion de l'article, c'est quand même assez clair. Mais il y a une complexité quand même, qu'on ne cherche pas à masquer, qu'on n'a pas envie de masquer. On angle, mais on n'est pas dans un journalisme militant. C'est pas notre objet à nous. Alors, vous, Street Press, vous êtes le vieux de l'affaire, parce que vous avez 10 ans. Eux, c'est des bébés. Vous êtes fait remarquer cette année avec notamment le récit glaçant d'un jeune qui accuse un policier du 19e arrondissement de viol. On peut citer aussi votre enquête à vous, personnellement, sur les arrestations de sans-papiers uniquement sur la base de contrôle au faciès. Comment, Mathieu Mollard, vous définiriez votre ligne éditoriale aujourd'hui, votre périmètre ? Est-ce qu'on peut juste dire c'est le journal qui raconte les quartiers populaires et les jeunes des quartiers populaires, ou est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus précis que ça, ou un peu plus complexe que ça ? Non, et puis c'est même plus large que ça. C'est-à-dire que, déjà pour moi, dans Street Press, le mot street, donc la rue, c'est aussi de prendre l'information au niveau du sol. C'est-à-dire d'abord aller s'intéresser, donner la parole aux premiers concernés, privilégier le reportage, le terrain, puis ensuite le témoignage des gens qui ont vécu les choses à des gens de plus en plus éloignés du fait et qui le commenteraient. Après, nos champs sont les quartiers populaires, évidemment, mais pas uniquement, les questions sociales, les questions environnementales aussi, et les questions de liberté civique, j'ai envie de dire, dans une acception un peu américaine du terme. J'ai cherché, je ne trouve pas l'équivalent en français de cette... liberté civique, ça se dit quand même. Mais... Ouais, alors ça m'a semblé d'importation américaine, mais c'est-à-dire à la fois les libertés publiques, à la fois la surveillance numérique, à la fois le droit de manifester, les questions de violence policière, en détention, les violences d'État au sens global, et aussi les discriminations, le racisme. Voilà, tous ces sujets-là, c'est assez vaste, c'est assez composite, mais pourtant, pour nous, ça nous semble cohérent. Ça a du sens, oui. Votre modèle économique, vous avez, vous, un studio vidéo qui fournit des contenus, notamment publicitaires. Et là, on a mis en toute transparence les revenus de Street Press en 2019, où on voit que 50% en fait, de vos revenus viennent d'un studio qui fait de la pub et de la com. Alors, on se dit, ah bon, vous n'êtes pas indépendant, alors défendez-vous. Mais je vais me défendre. Déjà, il faut remettre Street Press dans un contexte et une histoire. Street Press est créé il y a 10 ans, sans moyen de départ financier. C'est-à-dire que Joe, qui est toujours le directeur, l'actionnaire très majoritaire de Street Press... Il faut dire son nom de famille quand même. Joe Weiss, pardon. Qui est mon collègue de bureau, donc c'est un patron de presse au sens tous les jours il vient au bureau pour faire vivre un média.
Ben à ce moment-là, il n'a pas de sous, il a quelques milliers d'euros, il fait un crédit à la consommation. D'abord, il va voir les banques en leur disant « je voudrais créer un média ». On leur dit « ah, c'est une super idée, mais ça sera sans nous ». Donc, il retourne voir les banques, il leur dit « en fait, non, je vous ai pas tout dit, je voudrais faire une salle de bain ». Et on lui offre un crédit à la consommation, et c'est avec la base de ce crédit à la consommation. Vraiment ? Oui, c'est vraiment. Il a vraiment dit ça ? Il a vraiment dit ça. Okay. Alors, il n'a pas fait, au fait, je ne vous ai pas tout dit, il est retourné voir une autre banque, il a fait un crédit à la consommation qu'on lui a accordé. Incroyable. Et il a demandé un peu de sous autour de lui, etc. Mais Street Press se crée avec un capital qui est, tout petit, de quelques milliers d'euros. Donc, à partir de là, il faut créer un modèle économique qui permet de rentrer de l'argent. Et vous ne voulez pas faire d'abonnement ? Et voilà, il y a cette idée de départ de dire qu'on crée une presse pour les jeunes, pour des gens qui n'ont pas de sous. On ne peut pas parler des quartiers populaires sans que les gens des quartiers populaires lisent nos articles, voient nos vidéos. Donc, en fait, il faut que ce soit gratuit. Et ils ne peuvent pas donner de l'argent, comme par exemple à Splend Si, on fait des dons. Mais vous ne pensez pas que la masse soit suffisamment critique pour vous passer de... Et puis, c'est pour ça que je dis qu'il faut remonter l'histoire de Street Press. On est il y a 10 ans. Donc déjà, les médias qui fonctionnent par dons, c'est très très rare, il y en a très peu. Voilà, et on crée... quand Street Press est créé, j'arriverai 2-3 ans plus tard, il y a cette idée, il faut rentrer de l'argent, et donc il y a ce modèle économique qui est le studio Street Press. Pour nous, l'indépendance, elle repose d'abord sur la multiplicité des sources de revenus. C'est-à-dire que si on a une pression, si on a une menace, on peut se passer de ces sous-là. Il y a quand même beaucoup de revenus du studio, mais bon. On travaille à essayer de les faire descendre. C'est pour ça que les dons sont arrivés qui étaient rien il y a 1 an et demi ou 2 ans. Aujourd'hui, sont quasiment à 25%. Et là, il y a 1 an, on était à, je ne sais plus, 12%. Ouais, ça a monté là. Ouais. Donc on a presque doublé depuis ces chiffres-là, donc sur les chiffres de l'an prochain. Les revenus du studio sur le camembert, ça fait un gros truc en bleu de 50%, mais en réalité, c'est énormément de revenus différents. Oui, c'est vrai. Évidemment que c'est une source de fragilité pour notre indépendance, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité. Mais comme avoir de la pub dans un journal est une source de fragilité, et comme avoir une seule source de revenus est une source de fragilité, parce que quand on dépend à 100% de ses abonnés... Comme nous ? Comme vous. D'abord, j'adore Arrêt sur Image, mais c'est excluant socialement. Et ensuite... Notre abonnement est à 4 € par mois. Oui, mais toutes les études montrent qu'à partir du moment où il y a un acte de paiement, il y a un frein social et la sociologie de vos abonnés, je ne sais pas si vous l'étudiez, mais elle doit probablement être plutôt CSP+, avec des revenus moyens et supérieurs. On en reparlera. Mais je me trompe peut-être. Mais il y a... Donc, il y a un risque à dépendre de ça, et on y travaille pour essayer de compenser ça. Alors, justement, je me demandais, parce qu'au fond, c'est une question que j'aurais dû poser au tout premier Colombe Indé, qu'est-ce qu'un média indépendant ? Et alors, j'ai parlé avec Laurent Mauriac, qui co-préside. Alors, c'est le fondateur de Brief Me, qui est un média qui vous sélectionne comme ça l'actualité, très intéressant d'ailleurs pour ses abonnés, et qui co-préside le SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Et je lui ai dit, Laurent, c'est quoi un média indépendant ? Et il me répond, la majorité du capital doit être détenue par des personnes qui n'ont pas d'intérêt en dehors des médias. Et évidemment, il cite des grands patrons de la télécommunication ou de la logistique, vous voyez de qui je parle, qui ont des intérêts en dehors des médias, ou des hommes politiques comme Jean-Michel Bellé, par exemple, qui possède la Dépêche du Midi. Et donc, le conflit d'intérêts est manifeste. Alors, c'est amusant parce qu'on a parlé de vous, et le SPIL me dit, Street Press, quand on regarde le fameux camembert, on pourrait dire que ce n'est pas un média indépendant, mais en fait, l'indépendance éditoriale est manifeste, donc on rentre dans nos critères aussi cet aspect-là. C'est plus souple que ça n'en a l'air, et donc ils vous considèrent comme un média indépendant. Juste pour terminer là-dessus, Mathilde et Sylvain, au fond, qu'est-ce qui vous mettrait le plus en danger, soit de ne plus être indépendant, soit de mourir Qu'est-ce qui vous ferait peur pour vos médias respectifs ? Sylvain ? Sans indépendance, on s'arrête. Mais à la limite, en fait, nous, on travaille avec des pigistes sur des enquêtes au long cours. Si un jour on n'a plus d'argent, on arrêtera de financer les enquêtes jusqu'à ce qu'on reçoive suffisamment. Donc, en fait, on a un modèle, entre guillemets, qui est hyper souple. Oui, il n'y a pas de salariés, en fait, ou presque. Il y en a peut-être un ou... Non, on n'a pas de salariés. Moi-même, je suis bénévole. On est journaliste professionnel dans d'autres médias par ailleurs.
et on salarie pour en fait sur plusieurs mois finalement des journalistes pigistes. Pour un temps donné. Voilà, c'est pour un temps donné, qui peut être rallongé, parce qu'effectivement, on ne sait pas combien de temps va prendre l'enquête. Mais voilà, maintenant, avec une petite bourse qu'on possède, on peut voir, on va dire, à moyen terme. Mais on est très modeste, évidemment. C'est une toute petite structure, donc disons que si nos principes sont bafoués, ça vaudra plus le coup et on se retirera. En plus, c'est un engagement bénévole, donc on n'a pas d'intérêt à poursuivre sur une voie qui nous déplairait. Mathilde, ce qui vous ferait le plus peur pour Epsilon? On a travaillé la question de l'indépendance aussi avec notre expérience de ce qu'on a vécu avant. Et on a travaillé avec Julia Cagé, l'économiste, qui nous a pas mal accompagnés. Et au final, on a abouti à une charte. Nous, ce qui nous faisait peut-être le plus peur, c'était la situation de voir Epsilon racheté par un actionnaire qui allait avoir des pratiques différentes de celles de cet actionnaire avec lequel on est parti. Donc on a souhaité évidemment mettre nos pratiques dans une charte éditoriale qui est signée par notre actionnaire et qui est signée par nous. Là-dessus, voilà. Sauf que comment ça se passe si Epsilon est racheté, si notre actionnaire décide de vendre le magazine qu'il possède, ce qu'il a tout à fait le droit de faire. Et Julia Cagé avait élaboré un peu une manière de formaliser ça dans une charte, une protection sous la forme d'un droit d'agrément en fait, qui permet aux journalistes de voter en fait pour ou contre, en tout cas de trouver un remplaçant. Un peu comme au Monde, je pense. Ouais. Et on a tourné autour de cette question et ça nous convenait pas complètement non plus puisque il y a aussi un peu un délit de faciès qui s'installe. Enfin, on trouvait, en tout cas pour certains d'entre nous, comment est-ce qu'on peut juger aussi des pratiques d'un actionnaire qui arrive. Enfin bref, c'était complexe. Et au final, on s'est mis d'accord sur un principe que Julia Cagé a trouvé assez inventif, qui est le droit d'alerte. En fait, c'est-à-dire qu'on a un comité d'indépendance éditoriale qui va avoir donc 2 personnes choisies par la Société des journalistes et 2 personnes choisies par notre actionnaire, par l'éditeur, et une personne en plus qui va être choisie par les 2, qui sera extérieure à Epsilon, qui n'a pas encore été nommée pour l'instant. Et ensuite, ce comité éditorial-là va pouvoir donc rendre des rapports sur l'indépendance du titre, etc., et formuler un avis. Et si l'alerte, ça pourra être écrit dans le journal. C'est-à-dire que ça pourra être annoncé au lecteur. Il y a une page qui sera consacrée à cette possibilité pour les journalistes de dire l'indépendance est en danger, les pratiques sont en danger, l'éthique est en danger, et de l'afficher comme ça et de le dire au lecteur. Ce qui nous paraît, nous, est une protection énorme, puisque le modèle, de toute façon, est celui de l'abonné, et qu'on sait très bien que si le lecteur est prévenu... Il peut se désabonner. Il peut se désabonner. Et donc, c'est original, effectivement. Donc on en est là, et on a l'impression d'avoir pas mal balisé, quelque part, en tout cas par rapport à l'indépendance par la transparence, finalement. Voilà. L'indépendance par la transparence, et notre démarche, c'est celle de la sincérité. Et après, si jamais en étant travailleur, sincère, et en proposant notre produit éditorial tel qu'il est, on n'a pas de lecteur, au moins, j'ai pas peur de ça. C'est simplement que on va pas. De toute façon, j'ai pas envie d'écrire pour que personne me lise. On n'est pas journaliste quand on écrit pour soi-même dans sa chambre. Donc nous, on n'a pas peur de ça. On s'y confronte et on va s'y confronter encore pour longtemps, puisque là, c'est le tout début. On est content de la campagne, mais on ne sait pas du tout si on va s'installer comme on doit le faire dans le paysage. Ouais. On le souhaite en tout cas. L'actualité de cette semaine, c'est évidemment les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire qui conduisent peu ou prou une sorte d'obligation vaccinale à moyen terme avec un niveau de contrainte tout à fait inédit, surprenant, difficile à mettre en pratique. Je pense beaucoup aux restaurateurs transformés en contrôleurs de schémas vaccinaux complets. Des contraintes qui ont révolté une partie des Français. Écoutons ce que les manifestants disaient, c'était le 14 juillet. Ils ne sont pas venus célébrer le 14 juillet, mais faire valoir leurs revendications. Un peu partout en France, une cinquantaine de rassemblements spontanés, non autorisés, organisés via les réseaux sociaux, ont eu lieu pour contester la mise en place du pass sanitaire. Ici à Montpellier, par exemple, 1500 manifestants se sont réunis pour dénoncer, selon eux, une atteinte aux libertés individuelles. J'ai 2 enfants adolescents et que je suis très inquiète pour eux. Et je trouve qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin pour se lancer dans cette expérience sur eux, alors que ce n'est pas des personnes à risque. On est dans une démocratie, on peut se soigner, on doit avoir le choix de se soigner avec ce qu'on veut. Moi, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas pris un Doliprane.
Seule manifestation déclarée de la journée à Paris. Dans le cortège, nous croisons des gilets jaunes, des anti-vaccins et des soignants opposés à la vaccination obligatoire avec le même discours de défiance. Jessie, infirmière, assure qu'elle quittera son travail s'il le faut. Pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas vous faire vacciner? Parce que je n'ai pas assez de recul. J'ai pas assez de recul, j'ai pas trop étudié, enfin j'ai pas plus étudié le sujet que ça, et j'ai pas envie, c'est un droit, une obligation. Si demain j'attrape le virus, et ben j'ai envie de décider de ce que je veux. Voilà. Donc on voit un mélange de manifestants qui s'opposent à la dimension contraignante, qui trouvent que c'est antidémocratique, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas assez de recul avec le vaccin, et des manifestants qui sont plus ouvertement anti-vax. Quel est notre rôle, nous les médias, face à cette France qui menace de se couper en deux? Enfin, ça peut donner cette impression-là. Quel rôle on peut jouer? Je commence peut-être par vous, parce que ça vous concerne tout particulièrement, Mathilde Fontaise. Notre rôle, il est celui effectivement, de rendre compte de l'avancée de la science et des résultats de la science sur les vaccins en quelque sorte. Donc, et vous avez fait un article sur le Covid d'ailleurs dans votre premier. Oui, et on va en faire régulièrement évidemment, en espérant. Alors là, c'est un article qui posait la question de est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser un jour, et la réponse est non. La réponse est non. La réponse a évolué au cours de l'enquête, parce qu'en fait c'est incroyable ce qu'on vit avec le Covid, la rapidité de la recherche, et donc du coup la manière dont je me rappelle qu'au début de l'enquête, la réponse était vraiment très... Des publications s'accumulaient pour dire que ça allait devenir un rhume, en fait, et qu'une maladie infantile, et qu'on allait comme ça vivre avec, qu'on allait dire à nos enfants mets ton cache-nez, sinon tu vas attraper le Covid, sans avoir plus peur de rien, du tout de cette maladie. Et puis en fait, c'est plus délicat que ça de conclure. Et on va reposer plein de questions sociétales, et comment est-ce que la science y répond. La question d'aujourd'hui de savoir est-ce qu'on a assez de recul, la question de savoir est-ce qu'on a assez de recul vis-à-vis des effets secondaires du vaccin, etc., c'est une question qui a été posée et reposée, et dont les réponses de la science ont été données beaucoup de fois, qui sont celles il y a très peu d'effets secondaires. Maintenant, il y a des cohortes énormes qui ont pu prouver qu'il y a évidemment des effets secondaires, bien évidemment, comme dans tout traitement, mais ils sont circonscrits dans une période assez courte autour de l'injection. Donc, il y a par exemple des mythes qui ont été débunkés par d'autres médias que nous. Et nous, on ne va pas trop débunker parce qu'on n'est pas un média... de fact-checking. De fact-checking. On n'est pas un quotidien. Donc, on ne va pas... En tout cas, tant qu'on n'a pas de site, et on verra quand on aura un site, comment est-ce qu'on va prendre position aussi dans l'actu quotidienne. De manière plus réactive. Pour l'instant, en tant que mensuel, on essaye plutôt de se projeter sur des questions du coup, qui vont être celles des lecteurs le mois où on va paraître, etc., des questions de fond, et de ramasser comme ça, avec des angles un peu plus originaux, un peu plus différents, certaines publications scientifiques. Donc vous allez répondre à ces incertitudes par l'état de connaissance de la science? On va répondre tout le temps par ça. Puis en fait, c'est ce que je disais au départ, on va répondre à... la dame était très bien, puisqu'elle disait « je n'ai pas trop fouillé, mais… » Et mon fils me l'a dit à table aussi. Moi, j'ai un fils de 9 ans qui Vous avez un fils anti-vax? Non, pas anti-vax, mais non, je ne suis pas sûre qu'il se soit mis dans une case lui-même. Et après, l'horreur pour un journaliste scientifique. Mais en tout cas, il a posé cette question parce qu'il entend des choses aussi. Et il a dit mais on ne sait pas les effets secondaires, etc. Et mais après, donc c'est la question de savoir, effectivement, du partage du savoir scientifique. Et ce savoir, en plus, est accessible. Il n'y a pas qu'Epsilon qui va le vulgariser. En l'occurrence, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de médias qui ont publié ces recherches, qui ont plongé. Enfin, on voit des épidémiologistes à la télé maintenant. Oui. Donc qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Qui ne sont pas toujours d'accord, et c'est ça qui est intéressant. Il y a une cacophonie qui perturbe aussi les téléspectateurs, les lecteurs. Oui. Alors moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose que par le biais du Covid, et puis avant ça même par le biais des travaux qui sont menés sur le réchauffement climatique, et d'être cette espèce d'objet étrange qu'est le GIEC, qui n'a jamais existé en sciences, jamais. Il y a eu comme ça des gens tous les chercheurs du monde entier qui se sont réunis pour produire un document de synthèse à intervalles réguliers, etc. Et oui, la science, en fait, la science va se contredire parfois. La science va procéder par des allers-retours. La science va produire des résultats qui peuvent être apparemment contradictoires. Et après,
quelque part, de s'habituer à ça, c'est aussi s'habituer à la complexité d'une réponse. Et bien évidemment, pour le Covid, on a tous envie de savoir quand est-ce qu'on s'en débarrasse, quand est-ce que je peux enlever mon masque, est-ce que le vaccin, tu peux me garantir à 100% que ça ne me fera pas mal. Eh bien, en fait, la science répond, on ne peut pas te garantir à 100% que ça ne te fera pas mal. On peut te garantir on ne peut même pas te garantir à 100% que ça te protégera du Covid et que ça protégera tes voisins du Covid. On te le garantit à 95,6% pour tel vaccin, avec une marge d'erreur de temps sur une cohorte qui a été... Enfin, voilà, c'est ça la science. Et après, si on parvient à... Nous notre objectif, c'est essayer de passer les réponses de la science avec leur complexité et que tout le monde puisse après, du coup, avoir... cette perception un peu plus fine de ce que c'est qu'une réponse de science et de ce que c'est que, voilà, de la complexité des décisions qui peuvent être prises par les politiques, etc. Sylvain Ernaud, sur ces manifestants, sur ces contraintes et sur l'ambiance du coup qui en découle, le rôle des médias. Oui, alors moi je souscris à ce qui a été dit par rapport à la méthode scientifique. À mon avis, ce qui pêche particulièrement en France, c'est le fait qu'on a un président de la République, un chef d'État qui prend des décisions assez seul. Ils s'expriment lors d'allocutions télévisées très solennelles et non, par exemple, au cours de conférences de presse. Oui, on a montré ça Arrêt sur image, on a fait des bandes d'essai, c'est spectaculaire. C'est vraiment, la France est particulière dans son côté très jupitérien. Par rapport aux États-Unis, par exemple, y compris sous Trump, qui était questionné tous les jours, et les séquences ensuite nous arrivaient, et parfois, souvent, nous sidéraient. Mais au moins, il y avait un accès... il y a eu un accès à ce président qui était en guerre contre les médias, donc j'en fais pas du tout l'apologie, au contraire. Mais en France, voilà, il me semble que c'est inacceptable d'être dans cette situation, et ça nourrit finalement la défiance. La défiance. On a un problème finalement d'acceptabilité sociale dans cette affaire. On aurait probablement un taux de vaccination qui serait plus fort si on n'avait pas eu, par exemple, des mensonges sur les stocks de masques tout au début. On voit que ces discours-là sont réutilisés aujourd'hui, et ça risque de nous causer du tort au final. Comme il faut dire d'où on parle, personnellement, je suis à demi-vacciné, donc j'ai reçu ma première dose. Mais je comprends en même temps les personnes qui doutent, parce que l'ambiance générale favorise alors déjà le doute est bon, mais en l'occurrence, voilà, c'est une gestion de crise qui me paraît défaillante, et donc les médias ont intérêt à questionner le pouvoir et à remettre en cause. Ça permettra probablement de montrer aussi notre indépendance, à remettre en cause quand des choses pêchent. Et voilà, j'ai partagé cette semaine sur Twitter une discussion entre deux journalistes du média suisse ID News. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Qui sont voilà, extrêmement critiques vis-à-vis du pouvoir. ID News, le journal, un média suisse. Ouais. Oui. Et il me semble qu'on n'a pas suffisamment ce type de discussion en France. Parce qu'il y a, en plus, là on parle de la vaccination, mais on parle aussi du pass sanitaire. Et en l'occurrence, ça peut vraiment nous inquiéter. Et puis parmi les manifestants, certains sont des anti-vax, mais moi je n'ai pas couvert de manifestations. Je doute que ce soit tous les manifestants et les personnes qui sont opposées au pass vaccinal, ou au pass sanitaire qui devient une obligation vaccinale, comme ça pose beaucoup de soucis, de se dire on va avoir des auxiliaires de police maintenant finalement dans les cinémas, dans les bistrots. Voilà, c'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout une évolution favorable pour nos libertés. Mathieu Mollard. Je trouve que sur un sujet comme ça, mais comme sur beaucoup de sujets, l'un des rôles de la presse, c'est aussi d'apporter de la complexité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher des réponses binaires, simples, schématiques, vous disiez que sur la science, c'est intéressant de voir que la science, c'est compliqué, que des fois, elle se contredit et que les réponses ne sont pas toujours noires ou blanches et qu'elles sont complexes. Et je pense que ça s'applique sur énormément de sujets, et notamment sur la question de la vaccination et de la politique sanitaire gouvernementale face au Covid. D'abord, est-ce qu'on réduit
trop souvent les gens qui ne se vaccinent pas à une question de choix politique, idéologique, personnel. J'habite en Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis. Je pense que tous les gens qui ne se vaccinent pas, c'est pas seulement parce qu'ils sont pour ou contre le vaccin. C'est parce qu'il y a tout un tas de freins à l'accession à la vaccination qui existent. Le taux d'alphabétisation, le taux d'accès au numérique. C'est une politique vaccinale qui a été menée énormément grâce aux plateformes numériques. Donc là, privé. C'est un sujet dans le sujet. Un autre sujet. Et puis après, il y a la question des libertés civiques publiques au sens global. C'est souvent, quand on parle de sujets très très importants, je pense, il y a la pandémie du Covid, mais il y a aussi eu le terrorisme par le passé, de sujets qui peuvent créer une illusion de consensus que s'engouffrent derrière des lois qui, sous prétexte d'une cause bonne, ou en tout cas qui fait consensus, on rogne des libertés et ce qui me semble être des enjeux démocratiques. Je trouve que, notamment sur la politique sanitaire, le fait qu'on parle d'un état d'urgence sanitaire, qui est un mot, mais qui est aussi, historiquement, en droit, aller chercher un concept juridique qui pose énormément de questions, qui est extrêmement controversé, qui est à la limite d'être démocratique, l'état d'urgence. Qui est utilisé de manière très abusive. Exactement, on l'a vu à plusieurs reprises. Dans sa définition même, la suspension de la démocratie. L'état d'urgence, c'est on suspend temporairement la démocratie. Et le fait qu'on suspende la démocratie pour répondre à une crise, pour moi, c'est quelque chose qui pose vraiment question. Et pour en revenir à la question de départ, quel est le rôle des médias là-dedans? Il est aussi d'essayer d'apporter cette complexité. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout anti-vax. J'ai eu ma première dose et je fais la deuxième dans 3 jours. Donc, je suis pour la vaccination. Mais je ne sais pas si c'est bravo, mais je suis pour la vaccination et pour que la société, qu'il y ait une vaccination massive, parce que la recherche scientifique et ce que j'en ai lu m'ont convaincu que c'est important pour la société. Après, je suis aussi attentif à un certain nombre de libertés civiques. Alors, les dernières allocations de Macron, j'attends de voir comment elles vont être mises en place avant d'avoir un avis tranché dans le quart d'heure, c'est aussi une des limites. Mais voilà, je trouve que dans la politique globale de santé publique, on a rogné des libertés publiques là ces derniers mois, de manière très grave. D'ailleurs, les médias n'ont pas assez utilisé leur droit d'inventaire moi je trouve, suite à cette intervention de Macron, c'est-à-dire que le média mainstream a dit on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, alors qu'il y avait certainement une analyse beaucoup plus complexe à faire. Ça oui, ça c'est discutable, ça c'est problématique. Bon. Merci beaucoup pour toute cette réflexion au sujet qui devrait nous occuper en permanence et qui en ce moment nous occupe quand même pas mal, le dérèglement climatique avec le dôme de chaleur dans l'ouest nord-américain et les inondations qu'il y a en ce moment en Belgique et en Allemagne. Tout à l'heure, j'ai regardé, on en est à 108 morts, mais il y en a certainement beaucoup plus. Là, on fait face à une autre forme de scepticisme qui est probablement bien moins défendable que les gens qui sont mal à l'aise face au vaccin. Regardez, à titre d'exemple, cet invité de CNews. On est le 4 juillet dernier, donc dans la foulée du dôme de chaleur dans le nord-ouest américain. Pourquoi ce discours apocalyptique? Pourquoi ce discours effrayant? Parce qu'il s'inscrit... Que rechercherait dans le fond le GIEC à vouloir faire peur systématiquement? Au départ, vous avez un phénomène de nature religieuse. Vous avez des gens qui sont persuadés que l'homme étant mauvais, c'est leur conviction, ne peut faire que des catastrophes. Par exemple, émettre du CO2, c'est forcément mauvais, puisque l'homme étant mauvais, c'est mauvais. Et qu'ensuite, on va aller à la catastrophe, on va aller à des inondations, à une élévation de la température. C'est une conviction profonde qui n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours des gens qui ont eu cette vision pessimiste des choses. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette conviction, elle a pris le pouvoir aux Nations Unies. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le climato-scepticisme, Mathilde Fontaise ? Pour notre numéro 3, on a déjà préparé une recension d'une publi qui nous a interpellés, qui vient de prouver que... Une étude, donc Une publi, oui, pardon. Une étude scientifique. Une étude scientifique qui vient de montrer que face à un climato-sceptique en particulier, les tests ont été menés comme ça sur une cohorte de climato-sceptiques américains, les arguments scientifiques n'ont pas de prise. C'est-à-dire qu'on peut
on peut ajouter tous les faits, les uns après les autres, etc. Ça ne convainc pas, en tout cas, dans cette étude le montre de manière assez saillante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne va pas débunker tous les mois. Comme je le disais, on ne va pas dire tous les mois à notre lecteur, il y a un réchauffement climatique et il est d'origine anthropique. Humaine. Ouais. Humaine. On ne va pas dire ça au lecteur tous les mois. Mais après, voilà, donc nous, ce qu'on a l'impression, c'est de faire un travail de fond qui va amener en amont les lecteurs, enfin en tout cas la population. Le plus on sera lu, mieux ce sera, pour avoir le partage, cette démarche, etc. Une sensibilité particulière à la science et aux réponses qu'elle peut fournir, une sorte de confiance aussi dans la capacité des humains à interroger le réel, à en tirer des réponses. Et puis après, à les exposer au public. Une confiance, même si elle peut être discutée, puisque tout ça se discute, en la démarche scientifique, la méthode, c'est-à-dire on publie, on fait un travail de recherche qu'on écrit sur une feuille et ensuite on le soumet à d'autres auteurs qui sont anonymes et qui jugent de notre travail, qui le questionnent, qui posent des questions et ensuite il est publié, ce qui ne veut pas dire qu'il est absolument vrai pour toujours, ce qui veut dire qu'il est mis à la disposition des autres chercheurs qui peuvent interroger eux-mêmes ces résultats et réagir. Et la science, c'est un débat en fait. Et donc on a l'impression que voilà, ça c'est ce qu'on va mettre en valeur chaque mois dans Epsilon et que c'est ça qui va amener après derrière à pousser peut-être les gens à se dire est-ce que je ne suis pas en train de dire un truc qui est juste un préjugé basique. Mais alors d'ailleurs, vous avez déjà beaucoup parlé du climat parce que donc, le climat fait la une du premier numéro d'Epsilon. Il est présent à la une, même s'il ne fait pas la une, du deuxième sur la reforestation. Donc votre premier dossier, comment la Chine va manipuler la météo. Je vous lis, c'est officiel, la Chine veut pouvoir déclencher à volonté des pluies artificielles sur plus de la moitié de son territoire. Des milliers d'avions, de roquettes et de fusées s'apprêtent à percer les nuages. Voilà, alors c'est très impressionnant cet article, c'est plus global que la Chine d'ailleurs, parce que vous montrez que toutes sortes de scientifiques dans le monde entier cherchent littéralement des moyens de faire tomber la neige ou la pluie sur les régions accablées par la sécheresse due au dérèglement climatique. Et puis dans le numéro 2, mauvaise nouvelle, la reforestation ne permet pas d'atténuer le dérèglement climatique, surtout quand ça brûle, quand les forêts brûlent, mais pas seulement, vous parlez d'émissions de méthane et même de réchauffement local dans les forêts nordiques ou montagneuses. Et bien sûr, ce dont on avait déjà d'ailleurs parlé chez nous à Ré-sur-Image, les forêts en monoculture qui nuisent à la biodiversité. Alors je me demandais juste comment on fait pour choisir des sujets sur le dérèglement climatique. Il y en a qui sont un peu plus rassurants que les autres. Enfin, la géo-ingénierie, c'est jamais très rassurant, mais en même temps, votre article sur la manipulation des nuages ne m'a pas complètement paniquée, contrairement à ce que je pensais au début en le lisant. Donc, comment on fait pour choisir stratégiquement un sujet sur le dérèglement climatique qui soit juste, qui soit dans la justesse par rapport à la situation, et qui ne soit pas complètement décourageant, mais en même temps, c'est complètement décourageant, le dérèglement climatique. Donc, je me demandais juste comment choisir. On ne se pose pas la question de savoir si ça va être décourageant ou pas décourageant. On ne se pose pas la question de savoir si ça va se positionner de manière très juste pour donner au lecteur, pour militer pour une cause. En fait, on ne milite pas. On se pose juste la question sempiternelle que le journaliste se pose, qui est, est-ce que mon histoire, elle est intéressante ? Ok, donc c'est ça finalement. Est-ce que mon histoire, elle est intéressante pour le lecteur ? Est-ce que c'est une histoire qu'on n'a jamais racontée ? Ou alors pas comme ça ? Est-ce que c'est une histoire qui provoque une sensation au lecteur, qui lui fait quelque chose ? La première chose à laquelle on se fie, c'est notre propre, quelque part, sensation par rapport aux choses qu'on lit. Et si ça nous émeut, si ça nous surprend, si ça nous fait tomber de notre chaise, si ça nous rend super tristes, c'est des sujets potentiels pour nous. Après, derrière, on vérifie, on a fait appel à notre expérience. Ça fait, Vincent Nouriga, ça fait plus de 10 ans qu'il traite l'environnement. Tout de suite, il va savoir remettre dans le contexte les publications scientifiques qu'il va lire, les résultats, etc. Mais en premier, c'est quand même ce qu'on cherche, c'est quand même... Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Alors, à ce plan, votre choix est évident. Hein. Vous avez décidé de parler, pour commencer, des effets de l'agro-industrie qui à la fois pollue localement et contribue aussi fortement au dérèglement climatique. Alors, abonnés d'Arrêt-sur-Image, on vous a raconté ici plusieurs fois les difficultés du journalisme sur les enjeux agricoles en Bretagne, les embûches, les procès en diffamation subis par la journaliste Inès Léraud de la part du secteur agroalimentaire, qui supporte mal, qu'on s'inquiète de ses impacts environnementaux, qui ne supporte pas qu'on s'interroge sur les pratiques sociales à l'intérieur des entreprises agroalimentaires, et 3, qui a du mal à reconnaître son emprise sur les collectivités locales, lesquelles ont du mal à reconnaître qu'elles sont
en partie sous l'emprise du secteur agroalimentaire, ce qui crée des tensions entre la PQR, la presse quotidienne régionale, et le journalisme indépendant que vous incarnez, Sylvain Ernaud, avec nous aujourd'hui. Alors, je me demandais, Sylvain, est-ce que vous pourriez nous résumer votre dossier sur l'ammoniac? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce dossier sur les effets de l'ammoniac en Bretagne qu'on ne savait pas? Ou sachant que la plupart d'entre nous ne savaient rien, mais qui n'étaient pas connus. Qui n'étaient pas connus. Oui, alors j'aimerais d'abord préciser que sur cette enquête sur l'ammoniac, donc ce gaz qui s'échappe de l'exploitation des animaux, en fait des effluents d'élevage en Bretagne, ça constitue 99% des sources d'émissions d'ammoniac. L'ammoniac ne contribue pas, ou alors indirectement, mais on n'a pas travaillé là-dessus, au réchauffement climatique. Ah oui, non. Là, c'est sûrement les particules fines, effectivement. Ouais. Voilà. Il contribue, en fait, c'est un précurseur de particules fines qui, elles, sont une source de maladies diverses et variées, cardiovasculaires notamment, en pénétrant dans le sang via les alvéoles pulmonaires. Elles sont tellement petites. Ils font la combinaison de l'ammoniac plus de poussière qui s'échappe de l'industrie, du trafic routier en particulier, pour créer ces particules fines. Alors déjà, en quelque sorte, on a fait un petit état des lieux. C'est une enquête en 3 volets qui est assez longue. Le premier volet, c'est l'état des lieux en Bretagne, mais aussi par le biais de recherches de chercheurs étrangers, notamment américains, parce que l'état de la science évolue sur la question, bien qu'on manque encore de données, en particulier en France. Par exemple, on ne peut pas dire combien de personnes meurent à cause des émissions d'ammoniac. Oui, parce que c'est mélangé aux autres particules fines, en fait, pour l'instant. Ouais. Voilà, alors il y a dans d'autres pays des études avec des méthodes qui sont parfois différentes, donc on a des résultats qui peuvent différer, mais en tout cas montrent que l'ammoniac est un précurseur majeur des particules fines. Donc c'est vraiment pas un sujet secondaire. Ce qu'on montre dans cette enquête finalement, c'est le manque de volonté politique qui est associé. Normalement, il y a des obligations de la France dans le cadre d'une directive européenne. D'ici 2030, on doit baisser, si je me souviens bien, de 13% nos émissions d'ammoniac par rapport à 2005. Et ça a tendance à stagner. Et ces dernières années en Bretagne, ça a même tendance à légèrement augmenter, sachant qu'on est la première région émettrice d'ammoniac. Donc la France s'éloigne de ces objectifs fixés par l'Europe, par la Commission européenne. Et il y a un manque de volonté, c'est-à-dire que quand on a des grands projets qui arrivent à l'étude, donc en l'occurrence des fermes porcines, des élevages de volailles ou également de bovins, trois domaines sur lesquels la Bretagne est en pointe, on va dire. C'est un sujet qui est très vite évacué. Alors qu'il faudrait véritablement s'y intéresser. Par ailleurs, voilà, il y a des différents plans qui normalement doivent permettre à la France de répondre à ces objectifs, et ils sont très loin d'être réalisés en termes de changement du matériel. C'est aussi la question de l'épandage, puisque une grande partie de ces effluents d'élevage se retrouvent sur les terres, et il y a une volatilité de l'ammoniac qui, à la base, se trouve dans le lisier en particulier, qui se retrouve dans l'air. Et il y a aussi un problème qu'on pointe, qui avait déjà été évoqué, il me semble qu'on va un petit peu plus loin, c'est sur déjà le manque de moyens de l'association qui est agréée par l'État, qui s'appelle Airbraze, pour mesurer la qualité de l'air en Bretagne. Ils expliquent qu'ils ont très peu d'argent.
Enfin, beaucoup moins que d'autres similaires. Ouais. Son directeur explique que c'est la plus pauvre de France et leur budget leur a seulement permis, au bout de longues années et grâce à des subventions, d'installer un seul site pour capter, pour faire des mesures qui se situent en centre-Bretagne, mais il en manque et il en faudrait certainement, par exemple, dans la région de Lamballe ou dans le nord du Finistère, qui sont deux très grandes régions d'élevage avec même on peut parler de surpopulation du bétail. Animal. Alors là, bon, vous pourrez découvrir tout ça sur le site de Splend. Votre enquête a été assez peu relayée localement, sachant que le modèle de Splend, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est en partenariat avec des médias. Hein, donc votre enquête a été relayée par Mediapart parce que c'était contractuel, hein, c'était l'idée, par France 3 Bretagne, peu par Ouest France et par le Télégramme. Là, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais Paul Aveline a fait un super papier où il a interviewé Ouest France et le Télégramme en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas relayé l'enquête de Splend ?» Donc je vous conseille d'aller voir cet article parce que là, on n'a pas le temps d'en parler. Mais je voulais revenir sur France 3 Bretagne. J'ai trouvé ça assez paradoxal parce que votre journaliste est allé sur le plateau de France 3 Bretagne, comme on va le voir sur les images qui suivent, pour expliquer donc l'enquête sur l'ammoniac, parce que France 3 Bretagne avait choisi, enfin c'était un partenariat, de faire état de votre enquête. Mais au même moment, enfin pas tout à fait le même jour, hein, mais lundi 12 juillet, France 3 Bretagne a produit un sujet sur l'association Agriculteurs de Bretagne, qui elle est très proche de l'agro-industrie, qui recevait Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture. Et ils ont fait un sujet quand même sans beaucoup de distance avec ce discours-là. On jette un œil, on regarde. Dans l'actualité, ce lundi 12 juillet, des agriculteurs sur la scène des Vieilles Charrues. Assemblée générale peu ordinaire cet après-midi à Carhaix, où près de 700 Bretons ont échangé avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sur l'avenir de leur métier. Un ministre sur la scène des Vieilles Charrues, l'image peut surprendre, mais Julien Denormandie veut saluer les efforts des agriculteurs de Bretagne en matière de souveraineté alimentaire. Il réaffirme le soutien de l'État par le biais du plan de relance et dans le sens de la transition agroécologique et du bien-être animal. Songez que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement investit 1,2 milliard sur l'agriculture. Ici, en Bretagne, en région Bretagne, c'est plus de 100 millions d'euros, d'ores et déjà investis dans des projets qui du machinisme agricole pour avoir un machinisme plus moderne, qui des abattoirs qu'on rénove, qui de l'investissement dans l'agroécologie. C'est du très concret. Certains syndicats ont regretté de ne pas avoir été conviés alors qu'ils estiment avoir voix au chapitre, notamment sur le volet environnemental. À la Confédération paysanne, on travaille main dans la main avec des associations pour effectivement bien écouter et faire évoluer nos pratiques, puisque nos pratiques ont évolué depuis assez longtemps. Et pour autant, on a l'impression que nous, on est à l'écoute et on a l'écoute de la société civile. Et d'un autre côté, on a des autorités, des responsables politiques qui ne nous écoutent pas du tout. Voilà, donc il y a évidemment la Confédération paysanne critique qui est interviewée, mais globalement, le sujet ne prend pas de distance avec le discours du ministère de l'Agriculture sur les progrès de l'agroécologie chez les agriculteurs conventionnels. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir que France 3 Bretagne à la fois relayait votre enquête et en même temps était toujours lié, au fond, avait du mal à se détacher et à critiquer le lobby agricole en Bretagne. Oui, j'en connais pas les raisons. Ce que je remarque dans le traitement on va dire, régional de cette association, c'est qu'il n'est jamais question de groupe de pression, en anglais de lobby. Or, c'est vraiment la nature de cette association. Agriculteurs de Bretagne. Ouais. Voilà, en fait, qui est très largement financée par les industriels, qui a parmi les premières entreprises adhérentes, une coopérative qui s'appelle aujourd'hui Eureden, qui était connue sous le nom de Triscalia, sur laquelle Inès Léraud a travaillé, par exemple. C'est une stratégie qui est là. Enfin, ils ont une stratégie d'influence et ils sont très associés à une agence de communication stratégique qui s'appelle New Sense, qui est dirigée par Hervé Le Prince et qui avait publié il y a quelques années un document très intéressant. Alors, il est en ligne et chacun, jusqu'à présent, peut y accéder, où ils expliquent comment s'est créée cette association, parce que c'est une association de loi 1901. Ouais. Et ils racontent
la stratégie d'influence auprès des rédactions. Par exemple, le fait qu'ils sont allés dès les tout premiers mois d'existence de l'association faire le tour des directions des rédactions de Bretagne pour, en gros, faire comprendre que les journalistes, entre autres, hein, c'est écrit tel quel, ne sont pas assez tenus et qu'ils expriment des opinions à travers leurs écrits qui sont trop écolos et sont anti-agriculteurs, finalement, c'est l'idée. Voilà, c'est quand même, à mon avis, pas n'importe quelle association qui peut avoir des rendez-vous avec les directions des rédactions. Après, je ne sais pas ce qui s'en est suivi, hein, mais déjà, rien que le fait de pousser cette porte, ça montre l'influence, et c'est vraiment pour ça que cette association a été créée, et je pense que il manque cet élément, même si on a le terme de communication qui arrive à la fin du reportage, hein, il est question de communication, mais c'est changer l'image ou améliorer l'image. En fait, ça s'est créé à la suite d'un scandale précis, c'est celui des algues vertes en 2011. Dont on vous a parlé aussi dans la Sur-Image. Bon, à Street Press, vous parlez peu d'enjeux environnementaux, honnêtement, mais vous l'avez fait récemment avec un angle pertinent, celui des gens du voyage et de ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme environnemental, en gros les aires d'accueil des gens du voyage. Vous avez dû tous le constater, hein, sont situés dans des endroits du genre déchetterie, nœuds autoroutiers, zones industrielles. Vous avez écrit à Street Press plusieurs articles sur le sujet, notamment sur une aire d'accueil proche de Lille où les enfants respirent les effluves d'une usine à béton, les poussières d'une plateforme de recyclage, les petits ont de l'asthme, les plus âgés des infections pulmonaires, disent les mamans interviewées. Et puis il y a ce reportage sur l'aire d'accueil proche de l'usine Lubrizol à Rouen. Ça doit vous rappeler quelque chose. On regarde un extrait du reportage de Street Press. Et d'abord donc cet important incendie en ce moment dans une usine classée Céveso à Rouen. À l'usine Lubrizol, l'une des plus importantes de la région. Des débris retombent autour des bâtiments. Les riverains, d'après la préfecture, ont été confinés. On voyait les flammes là, derrière la cheminée bleue. Ça a duré 2 jours pour essayer d'éteindre le feu. Ça fait qu'ils l'ont construit ici, dans les usines, vous savez. Ça, c'est des bombes à retardement. Hein. La police, elle est venue nous voir en disant quoi? Vous êtes dans une zone qui n'est pas habitable. On est là, on paye 300 € au mois, mais on est dans une zone pas habitable. C'est comme si on n'était même pas humains, quoi, qu'on était des bêtes. Et même des bêtes, on ne les mettrait pas dans les usines. Nous, on est entouré de 1, 2, 3, 4 usines à risque. Alors là, il y a les silos à blé. Quand ils chargent les bateaux ou qu'ils travaillent, enfin, il y a toujours de la poussière qui sort des silos et du coup, ça fait comme un nuage de fumée. Et c'est très dangereux, parce qu'on m'a dit que si ça a explosé, c'était comme une bombe, comme l'incident qu'il y a eu à Beyrouth. En face, là, on a Total Lubrifiant, qui est là, juste au bord de la route. Et derrière la cheminée bleue, on a Lubrizol. Ça fait mal au cœur. Je suis émue. Vous avez traité cette question de l'environnement et des gens du voyage avec Mars Actu, rue 89 Lyon, rue 89 Strasbourg. Suite d'ailleurs, je pense, à votre rencontre avec William Hacker, dont on avait parlé dans Arrêt sur Image tout au début, quand il faisait des tweets tout à fait passionnants, hein, sur les aires d'accueil. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que c'est ça votre façon de traiter la question environnementale finalement? Quand vous disiez on part du bas, ben là vous partez du bas. C'est ça, c'est-à-dire que à Street Press, notre traitement de la question environnementale, c'est une faiblesse, c'est un enjeu majeur de la société, c'est un enjeu qui concerne directement et auquel les jeunes sont sensibles. C'est aussi, et c'est ce que montre ce petit documentaire, un enjeu qui touche directement les plus précaires. Il ne faut jamais oublier que toutes les grandes crises, on a parlé du Covid juste avant, touchent d'abord les plus précaires. Le réchauffement climatique et au global les problèmes environnementaux touchent, à mon avis, d'abord les plus précaires. À l'échelle mondiale, on parle de réfugiés climatiques, mais aussi à l'échelle de notre pays. Si les gens du voyage vivent, et c'est ce qu'a montré par un travail scientifique rigoureux William Hacker dans un livre qui est paru il y a très peu de temps, sont très souvent installés à côté de sites pollués, c'est parce qu'il y a une forme de discrimination. Personne ne veut
qu'il y ait une aire d'accueil à côté de lui. Comme les élus sont tributaires des gens qui votent pour eux, eh ben, ils font plaisir à ceux qui votent pour eux en éloignant ceux qui ne votent pas pour eux, qui sont considérés comme des nuisibles dans notre société. Il y a une forme de racisme environnemental qui est évident. De la même manière, quand on habite dans une cité, un quartier populaire, on subit plus de nuisances, plus directement les nuisances du réchauffement climatique que quand on a une grande propriété avec un jardin, parce qu'on a moins de verdure, parce que, et je me souviens d'un article de nos confrères de reporters qui parlait de ça, il y a l'effet canyon, où le soleil se concentre à cause de trop de béton. Et il y a aussi le fait que la densité de population, concrètement, quand on vit dans un appartement HLM, une famille avec 4, 5, 6 enfants qui vivent à 6, 7 ou 8 dans une surface restreinte, quand en plus il fait chaud, c'est l'enfer. On voit le fameux article du reporter dont vous parlez. Et de la même façon, la pandémie, le confinement a touché plus directement, plus durement les gens issus de milieux populaires. Et c'est cette articulation-là qu'on aimerait faire. Et donc, vous avez comme projet de parler davantage d'écologie et d'environnement ? Tout à fait. Ça, c'est un point de départ. On avait lancé une bouteille à la mer sur Twitter en disant, voilà, vous avez des idées, réfléchissons. Il y a cette idée-là qui a émergé. On a été rejoints en plus dans cette aventure par d'autres médias locaux qui nous ont suivis et on en est très contents. On a pu être financé par les lecteurs sur ce projet, c'est-à-dire qu'on avait fait un petit appel à dons qui nous a permis de financer directement ce projet-là, ce documentaire, les enquêtes qui vont avec, parce qu'il y a ce film, mais il y a aussi plusieurs articles. Et vous avez parlé du reportage à Lille, mais il y a aussi une longue enquête sur le schéma départemental qui... En Seine-Maritime, voilà, c'est ça. On dit, voilà, regardez, Lubrizol, il y a ce film qui vous raconte comment ils vivent leur environnement, leur combat. Puis on vous dit pourquoi ils sont là. Parce qu'il y a une enquête fouillée avec Léa, la journaliste qui a fait ce dossier, qui s'est plongée dans le schéma départemental et qui montre comment les pouvoirs publics, comme partout en France, ne respectent pas la loi et qu'ils ne sont absolument jamais sanctionnés et absolument jamais contraints alors qu'ils sont dans l'illégalité. Et que pire encore, ils se foutent littéralement de la gueule du monde, pardon pour l'expression, c'est-à-dire qu'ils ont changé les chiffres, ils ont dit regardez, on a progressé, regardez, on atteint les objectifs qu'on s'était fixés, sauf que Léa, en enquêtant, se rend compte qu'ils ont modifié l'unité de mesure. Au lieu de 2 veut dire 1 ou 1 veut dire 2, pour que, vous voyez, les chiffres montrent qu'on a atteint les objectifs, alors qu'en fait, ils ont changé de thermomètre. Les objectifs de la loi Besson, que chaque commune de plus de 5000 habitants doit héberger, effectivement. Voilà, ils ont trafiqué le thermomètre pour respecter, ou faire croire qu'ils respectaient, ce qui est totalement faux. Bon, on va finir cette émission avec ça. Très important, chers abonnés, à partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir nos 5 émissions d'été. Cette année, on a donné carte blanche aux journalistes de la rédaction qui, chacun, ont animé pour la première fois leur émission d'arrêt sur image. Vous allez voir que ça décoiffe. Maurice Midena a choisi de décortiquer la manière dont on commente le foot à la télé. Pauline Bock revient sur l'introspection féministe dans les médias depuis MeToo. Paul Aveline s'est penché sur l'instrumentalisation de l'histoire de France à la télé. Et Loris Guémard a rassemblé des youtubeurs qui sont devenus, presque malgré eux, des journalistes et parfois de très bons journalistes enquêteurs. Quant à moi, j'ai interviewé l'ancien directeur du Monde, Luc Bronner, à la fois sur son retour au reportage et sur son dernier livre qui est une plongée sociale, environnementale dans un village des Hautes-Alpes au XIXe siècle. Voilà. Merci à tous les trois infiniment d'avoir participé à ce Club Indé numéro 3. On revient à la rentrée. Merci infiniment de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.